Azimut vous présente le Café de la Marine. Bonjour à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver à la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient où nous avons l'immense plaisir de recevoir l'une des 6 femmes engagées dans le Vendée Globe 2020, la toute première à avoir bouclé la boucle, une navigatrice dont la spontanéité, la combativité et l'authenticité ont conquis le cœur du grand public. Entre rire, larmes, doutes et détermination, elle nous a fait vivre cette aventure au rythme de ses émotions et nous a entraînés sans phare dans les coulisses de son premier tour du monde en solitaire, un véritable baptême du feu pour cette jeune diplômée d'HEC qui a découvert la course au large il y a seulement quelques années. 12e à la barre de son IMOCA Banque Populaire, elle a bluffé ses proches et marqué l'esprit de tous les passionnés. Clarisse Kremer est avec nous. Bonjour Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour bravo, Virginie, bonjour grand Gilbert. bravo pour ce Vendée Globe. Merci beaucoup. Alors tu étais un peu perdu ou comme tu dis, j'hallucine, le 3 février à l'arrivée au Sable après 87 jours de mer. Est-ce que tu as retrouvé tes marques, ta vie terrienne ou est-ce que tu as encore la tête au large, Clarisse ? Un petit peu des deux. C'est vrai que le moment de l'arrivée est assez déstructurant parce que c'est étonnant de passer de 3 mois tout seul sur l'eau à un bain de foule, puis après toute la partie un peu médiatique qu'il y a à faire dans les jours qui suivent. Et je pense que ça ralentit le processus d'atterrissage en fait, parce que c'est tellement déjà différent de la vie normale entre guillemets que ça rajoute un truc par-dessus qui est assez fort. Et donc oui, j'ai quand même bien remis les pieds sur terre, mais j'ai l'impression de ne pas avoir complètement tout le recul par rapport à ce qui m'est arrivé. Et tu as fait un petit break aussi, j'avais envie de dire des vacances, mais c'était assez sportif quand même, à la montagne, mais au moins ça a permis vraiment ça de couper, de passer à autre changer chose. l'univers. Ouais, parce que moi je suis hyper heureuse au bord de l'eau et avec Tanguy, mon mari, on était contents d'être chez nous en Bretagne. Mais c'est vrai que de pouvoir aller dans un autre univers qu'on connaît pas beaucoup, la montagne, c'était une grande chance et on a été bien accueillis. Alors on a vu il y a quelques instants les images justement de ce 3 février, ton entrée dans le chenal, ce public qui était là pour t'accueillir, un public chaleureux. Après cette grande aventure en solitaire, une très très belle ambiance, Clarisse, Gilbert le disait, tu as complètement halluciné. Est-ce que tu avais déjà revu ces images et qu'est-ce que tu ressens quand tu les regardes ? Je les ai pas beaucoup revus. C'est vrai que j'ai du mal à. J'ai regardé quelques vidéos de mes concurrents depuis que je suis arrivée, mais j'ai pas beaucoup revu d'images à moi. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai des souvenirs dans ma tête et du coup j'ai pas envie que parfois les vidéos peuvent altérer le souvenir qu'on en a, rajouter des choses par dessus et du coup, mais si j'en ai vu quelques-unes et c'est vrai que c'était un moment complètement. Mais c'était tellement fort en émotion que j'ai un peu l'impression que c'était hors du temps. C'est assez incroyable comme moment d'avoir autant de monde qui fête la même chose. C'était super. Ouais. Alors tu as réussi ce pari qui était d'aller au bout de ce tour du monde et en prime tu as décroché une belle 12e place. Parfois les bisous, le premier Vendée Globe c'est aussi pour découvrir, mais tu as mis beaucoup d'engagement pour cette première, au plan sportif j'entends. Ouais, alors oui, forcément c'est beaucoup d'engagement pour finir un Vendée Globe parce qu'on passe un peu par plein il y a plein de phases, il y a plein de périodes, c'est tellement long que moi j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs courses dans une seule avec plusieurs phases et j'ai l'impression de les avoir bien délimitées dans ma tête. Et en même temps, j'ai assez vite fait le choix un peu forcé parce que mon objectif c'était de terminer en faisant une belle trajectoire, en naviguant bien, mais en prenant peut-être moins de risques que si j'y allais en mode vraiment forcé sur le bateau. Et dès la descente de l'Atlantique. Dès la tempête jours, Theta, la tempête tropicale, j'ai un peu fait le choix de mettre un tout petit peu le pied sur le frein. C'était dur parce que j'ai l'esprit de compétition et donc c'était un choix que j'ai fait assez tôt parce que je me faisais pas confiance sur ma capacité à garder ce rythme-là jusqu'à la fin. On a senti ta frustration d'ailleurs. Ouais, c'était assez frustrant. Donc oui, beaucoup d'engagement parce que tout ça c'était nouveau, c'est dur quand même avoir des globes parfois. Et du compromis parfois. Voilà, et en même temps un peu de compromis parfois sur le côté sportif. Dès que j'étais à un embranchement entre deux choix, je prenais toujours le choix le plus safe.
pour pas regretter. Mais donc je regrette rien parce que j'ai atteint mon objectif, mais parfois un peu de frustration d'être un peu moins dans la compète. Ah oui, parce que tu es avant tout une compétitrice aussi. Alors, tu as mis 87 jours, 2 heures et 24 minutes exactement, ce qui fait de toi la femme la plus rapide autour de la planète en monocoque. Alors, tu as dit c'est rigolo, c'est anecdotique, c'est vrai que c'est pas très représentatif parce qu'il n'y a pas de classement féminin. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas quand même une petite fierté, c'est une petite cerise sur le gâteau, ça quand même ce petit chrono-là? Ouais, c'est chouette. Surtout, enfin, moi, ce qui m'a plu et ce qui m'a donné l'impression vraiment d'être... enfin, c'est le message d'Hélène MacArthur, du coup, forcément, comme c'était elle qui l'avait depuis si longtemps, d'avoir depuis 2001, quoi. C'était 20 ans. Ouais, c'est ça. Et ne serait-ce que de savoir qu'Hélène MacArthur existe, j'étais super fière qu'Hélène MacArthur savait que j'existais. J'étais là, waouh, incroyable. Ouais, ça, c'était la classe. Mais oui, mais je pense que ça met quand même surtout en valeur le fait qu'il y a quand même pas beaucoup de femmes qui font le Vendée Globe et pas beaucoup avec des projets à qui on donne les moyens de performer. Ouais. Et ça met plus en valeur ça, malheureusement, je pense, que ma performance personnelle, parce que c'est quand même un record qui date d'il y a plus de 20 ans. Oui, les bateaux étaient très différents. Puis en plus, les records sur le Vendée Globe, c'est toujours un peu à prendre avec des pincettes parce que les météos sont différentes à chaque fois. Donc voilà, mais bien sûr, je suis contente. Je suis quand même fière de ça, mais c'était pas l'objectif. Mais c'est vrai, avec un bel effort à faire sur la mixité. La classe IMOCA y travaille, il y a des préparateurs, des organisateurs de courses qui y travaillent, mais c'est vrai qu'on est encore loin d'avoir une équité dans ce domaine. Équité, je sais pas si c'est ça qu'il faut avoir, mais je pense que ça montre quand même que voilà, il y a eu depuis Hélène, il y a eu surtout des éditions à une femme ou deux femmes ou zéro, et donc ça c'est quand même pas beaucoup. 6. Et on rappelle qu'Hélène, elle avait terminé 2e derrière Michel Desjoyaux, qu'elle avait titillé. Alors, il y a une question classique qui est souvent posée à l'arrivée. Est-ce que tu as changé? C'est la question qui t'a été posée au sable tout de suite, parce que forcément, ça marque un homme ou une femme, un Vendée Globe. Et tu as dit, tout simplement, je pense que je suis la même personne, mais j'ai beaucoup appris sur ma capacité à vivre la solitude ou l'adversité. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui avec un petit mois et demi de recul? Oui, c'est sûr que j'ai eu un peu plus le temps d'y penser, d'y réfléchir. Oui, c'est juste, pour moi, le terme changer n'est pas le bon parce que il ne faut jamais imaginer que d'une personne A, on va devenir une personne B, mais par contre, on travaille sur ses défauts, on apprend à connaître mieux ses forces et forcément, passer 3 mois tout seul, ça incite un peu à l'introspection et à essayer de penser à ce qu'on aime dans la vie et tout ça. Donc forcément, il y a toute une démarche intérieure qui est importante dans un Vendée Globe et surtout, on découvre qu'on arrive que nos limites sont vachement plus loin que ce qu'on aurait imaginé à l'origine. Donc ça, en soi, c'est un changement intérieur, mais j'ai quand même l'impression d'être... pour moi, c'est important, en fait, de rester la même personne et fidèle à soi-même. On a l'impression que tu es toujours la même, aussi fraîche et spontanée et sympathique. Alors, on avait envie de revenir aussi sur les premières émotions. C'est quand même pas rien de partir sur un Vendée Globe comme ça, sur un IMOCA, quand on sait surtout que tu avais fait tes débuts avec la Mini Transat il y a à peine 5 ans. Ton équipe t'a lâché le 8 novembre, ça y est, dans la cage aux fauves, toute seule. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, justement, quand ça y est, ça a été le grand bain et qu'il a fallu y aller toute seule, quoi? Je pense que mon réflexe j'avais quand même assez peur avant le Vendée Globe. Je me faisais pas beaucoup confiance et j'y allais vraiment en mode, je pensais pas à la totalité du chemin qu'il fallait parcourir. Je pensais à des petites étapes pour pas me laisser trop impressionner, voilà. Et du coup, j'étais presque éteinte en termes d'émotion. Enfin, j'étais en mode robot, quoi. Il fallait mettre un pied devant l'autre, avancer, et parce que si je me laissais happer par les émotions, j'étais fichue. Enfin, donc en fait, je pense que paradoxalement, le jour du départ, j'étais assez j'étais souriante, mais j'étais en mode là, faut y aller, puis il faut y aller, et on verra bien. Tu étais quand même souriante dans le chenal. Oui, voilà, mais on aurait pu imaginer, je sais pas, que je craque, mais en fait, j'étais tellement en mode là, il faut avancer, qu'on pensera à tout ça plus tard, et voilà. Tu as dit souvent aussi, justement, pendant le tour, toute ta confiance, ton admiration pour ces bateaux fiables, performants, solides. Mais même si tu savais ton bateau particulièrement bien préparé avec cette équipe, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es sentie quand même petite face aux éléments, voire en danger ? Alors, en danger, on sait que le danger, il est toujours là, mais c'est toujours comme ça dans la vie de marin. En fait, on sait qu'il suffit de mettre un pied par-dessus bord pour que le danger soit imminent et fatal. Donc, c'est quelque chose qui existe toujours au fond de notre esprit, et on essaie de ne pas y penser non plus H24 parce que ça serait paralysant. Mais oui, dans les mers du Sud, quand il y a des grosses
c'est plus l'état de la mer. Enfin, il y a la force du vent, mais il y a aussi l'état de la mer. Moi, je trouve qu'il donne l'impression d'être tout petit. Puis quand on commence à réfléchir à où on est géographiquement, là, ça fait drôle aussi. Quand on est au point Nemo. Voilà. Et puis, ouais, il y a eu quelques fois où même malgré toute la confiance que j'avais en mon bateau, où vraiment l'état de la mer était cata et j'arrivais pas trop à ralentir. Et là, on fait brinque-baller, notamment le soir de Noël, où je me faisais brinque-baller et je suis tombée dans mon bateau, j'arrivais même pas à tenir assise. Et là, tu dis, la vache, j'espère qu'il a été bien construit parce que moi-même, j'avais l'impression d'être tout entrechoquée par les mouvements du bateau. Donc tu te dis, lui qui se prend tout en pleine face. Enfin voilà, on essaie le naufrage de Kevin. Il y a eu le naufrage de Kevin qui a fait que je pense qu'on s'est tous posé des questions. On a tous fermé pas mal de cloisons qui d'habitude, avec des trappes qui d'habitude restent souvent ouvertes. Enfin voilà, on a un peu plus réfléchi à... Ouais, forcément, ça vous a marqué. Alors, on parlait de la peur aussi et de la peur qu'il a fallu surmonter. Tu as dû monter 3 fois au mât et on sait que tu as le vertige. Donc, c'était vraiment pas une partie de plaisir. On va revoir cette ascension et puis on en reparle. Bon, ben voilà, je suis en haut du mât, mais c'est un échec. J'arrive pas du tout à m'arrêter pas là. Je pense que je vais finir le Vendée Globe sans J2. J'arrive pas du tout à coller mon patch. Je sais pas trop quoi faire là. Ça fait 1h30 que j'y suis. Et j'en peux plus là. C'est dur. Ça fait chier putain de pas être récompensé. Je sais pas, là, je sais pas faire parce que je fais mal. Mais j'en ai foutu partout et j'ai des cigas partout. Ah putain, ça a mal commencé parce que j'ai fait tomber mon pistolet à 6K par terre et il a fallu que je redescende, que je remonte. Le temps que je revienne, il y avait la moitié du 6K qui avait séché et je pense que c'est ça qui a tout fait foirer. Là, j'y arrive plus du tout. Ça fait chier putain, je suis à l'envers de la piste en plus. C'est pas facile de pas être récompensé comme ça. Parce que j'ai le vertige. C'est vraiment de la merde. Voilà, l'ampleur des dégâts, j'ai 11 trucs quoi, tellement c'est moche. Ça tient absolument pas, j'ai essayé de faire tenir ce truc. Je sais pas ce que j'ai fait mal, mais c'est vraiment trop moche. C'est pas grave, hein, je sais. C'est tellement décevant, franchement. Je suis nulle quoi, tout le monde arrive à réparer ses voiles et moi je suis le tocard là, qui fait service. Patauge. Jamais 203. J'y suis retournée. Et j'ai l'impression que c'est bon. C'est mieux. Je sais pas si ça va tenir, mais ça ressemble à ce que ça doit ressembler à peu près. Et putain, ça bouge là-haut, c'est relou. Ah. On sent que c'est long et difficile. On souffre avec toi, on rigole aussi. Hein. Mais là, elle a beaucoup ri pendant ces images-là, en les revoyant. Ouais, parce qu'en fait, c'est des souvenirs effectivement hyper forts de voir tout ça, parce que je me souviens très très bien de cette journée. J'ai l'impression que je me souviens parfaitement de chaque journée du Vendée Globe. En fait, c'est marrant de le voir parce que moi, j'ai jamais regardé cette vidéo depuis que je l'ai envoyée. T'es dur avec toi-même. Hein. C'est mon. En fait, c'est mon défaut et ma qualité, c'est-à-dire que j'arrête pas de m'enfoncer toute seule, quoi. Et c'est un défaut que j'ai eu beaucoup pendant le Vendée Globe parce que du coup, tu te laisses aller dans des émotions négatives qui servent à rien en fait, qui sont. En même temps, tu rebondis vite parce que c'est vrai que sur la 3e vidéo, ça y est, c'est Clarisse qui a la pêche, qui a réussi, et ça repart. Oui, en fait, c'est ça. Finalement. Le truc, c'est que on dit qu'un bon marin, c'est moral stable. Moi, je suis tout sauf ça et j'essaye de le travailler. Hein, et je l'ai travaillé pour le Vendée Globe, mais c'est on a la niaque et du coup, on l'a dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire que si on n'y arrive pas, on s'énerve. Tu l'as dit au début, justement, on trouve des ressources insoupçonnées dans les difficultés. Tanguy Le Turquet, qui est navigateur, mais qui est aussi ton compagnon dans la vie, on l'avait reçu sur ce plateau et il nous disait qu'à certains moments, lui, il servait un peu de punching ball. C'est vrai ? Ouais, ça, c'est un des trucs que j'aimerais bien réussir si je devais retourner sur Vendée Globe à faire mieux. C'est que, alors, il y a eu des grandes périodes où je suis contente, j'ai réussi vraiment à être, dans ma vie maritime, sur mon bateau, sans rien demander à la terre, parce qu'aujourd'hui on a des moyens de communication qui sont à la fois très utiles pour plein de choses et un vrai écueil, exactement, mais ils peuvent aussi être un vrai écueil si on tombe dans la complainte et parfois même quand on parle que de questions techniques, on parle de tous les soucis techniques qu'on a à bord et on en oublie. Moi je sais que je l'ai fait parfois
j'en oubliais de parler de tous les moments de joie que j'avais dans la même journée. Et donc pour les personnes à terre, elles reçoivent que la partie négative parce que c'est sur celle-ci qu'on leur demande de l'appui et on en oublie de partager tous les moments de joie. Donc ça, pour moi, c'est dommage. Et donc je pense qu'il y a moyen de s'améliorer. Et donc effectivement, Tanguy, par moment, surtout sur le début, la première semaine, vraiment, j'étais dans le dur et j'avais du mal à me mettre dans ma course et j'avais l'impression que j'allais jamais survivre pendant 3 mois avec ce rythme-là. Et il l'a pris en pleine face. Et au fur et à mesure, je me suis améliorée là-dessus. Je pense que je suis retombée un peu dans ce travers-là juste après le Cap Horn. Mais c'est là que le soutien aussi des proches est très très précieux quand même. Et c'est vrai que moi, j'ai très très peu communiqué avec ma famille et mes amis. C'était quasiment que Tanguy. Et donc, du coup, je pense que c'était tout dirigé sur une seule personne. Et après, voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est vrai que... Il n'avait pas l'air traumatisé. Hein, non, mais en plus, je pense qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu plein de phases où, voilà, pendant 3 semaines, 1 mois... je lui demandais pas grand-chose et je partageais essentiellement des choses positives ou je racontais ce que j'avais fait dans ma journée, mais c'était très... c'était limité. Mais il y a eu quelques phases où je suis pas fière de moi. Hein. J'ai eu besoin vraiment de la terre pour... Mais je suis même pas sûre que ça m'ait vraiment aidé en fait. Enfin, je pense que c'est un réflexe humain de se tourner vers les autres, mais je pense qu'en fait, on trouve les ressources qu'au fond de soi. Quand on décide d'aller mieux, on va mieux. Notamment de se plaindre auprès des personnes qu'on aime, c'est Exactement. très humain. Tu parlais du Cap Horn, justement, et c'était un des moments qu'on avait envie de revoir avec toi, hein, Gilbert. Vous voulez vraiment me mettre lourd, en fait. Voilà, oui. Tu as tenu le choc, et puis là, c'est un moment qui est plus difficile aussi, alors que le Cap Horn, c'est souvent une porte de délivrance, et tu craques un peu. On va revoir un peu cette séquence. Je suis pas du tout dans une bonne phase, j'arrête pas de me plaindre. Auprès des gens que j'aime et je pense que je fais un peu une crise de nerfs là. J'ai du mal à me reposer, j'ai du mal à dormir du coup, surtout quand il y a des bastons comme c'est à gérer. Mais voilà, enfin bref, c'est pas glorieux. J'ai hâte de changer de mode. Il se passe rien de grave du tout, hein. Mon bateau il flotte, il avance tout droit vers le but, il n'y a aucun souci, je suis pas très... Enfin voilà, c'est de l'énergie dépensée, mais c'est rien de grave. Mais ça n'empêche que je flanche quoi. Donc voilà, je voulais le partager parce que je veux surtout pas que les gens croient que c'est tout le temps la fête. Et que je suis un rouleau compresseur parce que c'est pas la réalité. Et voilà, c'est ça le Vendée Globe. Oui. Clarisse, comme tu dis, c'est pas tous les jours la fête. Le Vendée, c'est pas une promenade de santé, quoi. Non, c'est sûr qu'on passe par plein d'émotions. Et c'est vrai que parfois, quand on envoie... En fait, c'est impossible de donner aux personnes extérieures une image vraiment parfaitement égale et équitable de ce qu'on vit. Parce que en 2 minutes de vidéo envoyée tous les 2 jours, forcément, ça ne ressemble pas à la réalité. Et en plus, on n'a pas trop de retour sur image de ce qu'on envoie. On envoie les vidéos et puis on ne sait pas en fait comment elles sont perçues. Et puis sans recul en fait. Sans recul, etc. Oui, donc voilà, moi c'est vrai que j'avais pas une ligne directrice en termes de communication. Enfin voilà, j'envoyais du coup ce que je ressentais au jour le jour. Alors c'est ce qui faisait aussi l'intérêt et ce qui explique que tu aies autant de milliers de personnes qui t'aient suivi. Oui, je pense qu'en fait, partager ses faiblesses, pour moi, c'était quand même quelque chose que je savais que je voulais faire depuis le début parce que il faut pas que les gens imaginent que... Alors oui, moi, c'est mon truc. J'aime bien être en bateau, en solitaire et c'est les aventures que j'aime. Mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas un être humain normal avec ses faiblesses et ses défauts. Et je pense que pour que les gens s'identifient à ce qu'on fait, c'est plus facile comme ça que si on est tout parfait, tout lisse. Parce que ça n'existe pas dans la nature. Donc, Et alors on a montré quelques moments difficiles, mais il y a eu aussi des super moments, d'émerveillement, des très grandes émotions. Et tu parlais tout à l'heure de l'ascenseur émotionnel. C'est vrai que d'une manière générale, quand on est seul comme ça, loin de tout, ça décuple finalement les émotions. Tout est plus intense. On vit tout ça plus intensément qu'à terre. Ouais, parce que déjà, je trouve que la différence par rapport à la vie à terre, c'est qu'il y a encore plus 24 heures dans une journée. On dort par petites tranches
Et du coup, il se passe encore plus de choses dans une journée. Enfin, en plus, on est dans l'action, on est sur un bateau incroyable qui va hyper vite au milieu de nulle part. Donc, il se passe encore plus de choses. Et donc, il y a encore plus d'occasions d'être sujet à plein d'émotions différentes. Et puis, en plus, on est un petit peu fatigué, un peu à fleur de peau. Je pense que ça aide à tout vivre intensément. Enfin, ça aide pour le meilleur et pour le pire. Enfin, ça fait qu'on vit tout intensément. Mais et donc moi c'est ce que j'ai expérimenté. Je pense c'est aussi ça quand voilà, j'avais pas une énorme expérience au début du Vendée Globe et j'ai énormément appris sur tous ces sujets-là, sur notamment enfin si c'était à refaire, je pense que je ferais 1000 fois plus de préparation mentale parce que c'est le seul truc qui m'a rendue malheureuse par moments, c'était de pas réussir à dormir. J'ai jamais souffert de la solitude en tant que telle. Je me suis jamais dit j'aimerais être avec du monde. En fait, j'étais bien sur mon bateau, bien dans mon univers. Par contre, parfois, je tombais dans des travers où j'arrivais plus à dormir alors que les conditions le permettaient parce que j'arrivais pas à lâcher prise. C'était le lâcher prise. Et sur après le Cap Horn, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, je pensais que parce que j'avais eu 7 jours de mauvais temps. Donc tu étais très fatiguée aussi. Et j'étais cramée et je pensais que j'allais pouvoir. En fait, on vient de prendre 7 jours de mauvais temps, donc on veut réparer son bateau, enfin on veut s'en occuper. Et puis en fait, les conditions de vent étaient hyper changeantes et en fait, c'est pas fini, quoi. Donc j'ai switché. Alors ce Vendée, c'était une opportunité de confirmer aussi tes qualités de navigatrice. Tu disais dès l'arrivée que tu avais vraiment eu le sentiment de progresser en permanence, que tu avais d'ailleurs envie de continuer pour naviguer encore différemment avec ce bateau. Est-ce que c'est toujours le cas aussi avec un peu de recul maintenant? Est-ce que tu as vraiment une envie d'y revenir, de repartir sur un Vendée avec ce même bateau, avec un bateau à foil, pourquoi pas? Alors ce même bateau, je crois qu'il est vendu, donc ça va pas être possible. Mais un bateau à dérive. Ouais, j'aimerais bien. Ouais, j'aime un bateau, ou un bateau un peu plus performant, parce que c'est sûr que quand on a fait une fois le Vendée Globe pour le terminer avec ce que ça représente comme façon de naviguer et qu'on a l'esprit de compétition et qu'on aime bien progresser, forcément on a envie d'aller plus vite ou de se rechallenger sur encore d'autres aspects. Et donc il y a ça qui entre en jeu. Mais oui, c'est sûr que je suis un peu mordue par le Vendée Globe. J'ai pas forcément réussi à l'exprimer même quand j'étais sur l'eau, mais je l'ai ressenti en fait dès le Cap de Bonne-Espérance que j'avais envie d'y retourner et le lendemain de mon arrivée, j'avais envie d'être sur mon bateau en fait. Voilà. Alors Clarisse, du coup ton partenaire Banque Populaire, lui, il est à nouveau tourné vers un ultime pour Armel Lecléache, qui sera d'ailleurs associé à Kevin Escoffier d'un Transat Jacques Vabre. Est-ce que tu as eu des discussions avec Banque Populaire? Est-ce que peut-être aussi ils ont l'intention de revenir en 2024 sur le Vendée ou peut-être te proposer des choses en Figaro Tout ça, c'est encore au stade de la discussion. Déjà, j'ai une réunion demain, donc peut-être que je pourrais en dire plus après. Non, mais de toute façon, c'est le genre de truc où souvent on communique un peu a posteriori des décisions, forcément. Mais non, pour l'instant, c'est encore au stade de discussion. Moi, j'avais un contrat, les choses étaient très claires, il n'y a aucun non-dit par rapport à la situation. À la base, c'était vraiment un projet sur 2 ans autour de ce projet Vendée Globe. Et donc, on est tous très contents parce que les objectifs ont été atteints. Vous avez fait un débrief d'ailleurs. Et voilà, on a fait un débrief pas plus tard qu'aujourd'hui, alors sur la partie plus technique. Et demain, ça sera un débrief plus sur la com et tout ça. Et donc oui, c'est en discussion, mais très honnêtement, je ne cache rien. Il n'y a rien il n'y a aucune certitude. Voilà. Mais toi, ton envie maintenant d'y retourner. Oui, moi j'ai envie. En tout cas, je ne sais pas si ce sera forcément en IMOCA tout de suite, mais après avoir passé 3 mois sur l'eau comme ça, j'ai l'impression d'avoir identifié plein de pistes de progression. Et que ton univers, c'est la mer et la voile quand même. Oui, j'aime bien ça. Est-ce que tu étais un peu dans le doute aussi, savoir est-ce que tu en ferais vraiment ton métier? Est-ce que c'était une parenthèse finalement? On a l'impression que tu as passé ce cap de te dire ça y est, j'ai envie de faire de la course au large à fond, quoi. Oui, c'est sûr que quand on se lance dans un projet Vendée Globe, déjà c'est forcément à fond. Mais pour l'instant, ouais. On va vite parler de l'actualité, du reste de l'actualité voile, notamment de la Coupe de l'Américain, les guerres d'argent qui restent finalement aux mains des Néo-Zélandais, vainqueurs des Italiens sur le score de 7 points à 3 dans la 36e édition de cette épreuve légendaire.
Voilà, oui, c'est forcément une grande victoire. C'est la 4e victoire pour les Kiwis et une immense déception pour James Pithill et puis Francesco Bruni. Les Kiwis qui étaient emmenés par un prodige, Pete Burling. Il y a eu de l'égalité, il y a eu du match. Les Italiens ont fait un peu de la résistance, mais les Kiwis ont enchaîné plusieurs victoires d'affilée. Alors il y avait quand même, la France était absente, mais pas totalement, puisque dans le design team néo-zélandais, il y a un certain Guillaume Verdier qui a d'ailleurs placé 3 bateaux sur le podium du Vendée Globe. Et puis côté italien, il y avait Philippe Resti qui est l'entraîneur, et puis un jeune Lorientais, Guénolé Bernard, qui lui faisait partie du design team qui a été chez Groupama précédemment. Alors on parlait tout à l'heure de la promotion des femmes dans la course au large et dans la voile en général. Bon, on va pas ouvrir le débat parce qu'on n'a plus le temps, mais il faut que Luna Rossa évolue quand même un petit peu sur la vision de la femme dans la course au large. C'était à l'occasion de la journée mondiale de la femme et ce petit tweet de Sam Davis qui rappelle au team italien que les femmes savent faire autre chose qu'être juste les compagnes d'eux. Voilà, elles peuvent être ingénieures ou techniciennes ou navigatrices. Et heureusement, ce n'est pas le cas de CLJP. Voilà, ce n'est pas le cas de CLJP qui, justement, vient de recruter une planchiste, Hélène Noesmen, la sablaise, parce que eux, justement, ils veulent progresser dans ce domaine de la mixité et elle sera à bord pour la première épreuve donc, du circuit qui aura lieu donc, aux Bermudes. Bravo à Hélène Noesmen, qui, on le rappelle, est quand même championne du monde de Formula Foil et qui est ingénieure aussi par ailleurs. Un grand bravo à elle. Et puis une autre super performance, c'est celle de Charline Picon, 5e titre européen. Je ne sais pas si tu as suivi, Clarisse, j'imagine que oui. 5e titre européen pour la médaillée d'or de Rio en planche RSX. Elle était à Villamoura au Portugal où elle a emmagasiné le plein de confiance avant les JO de Tokyo et rappelé qu'elle était la femme, l'athlète à battre sur ses prochains Jeux Olympiques. Déception de Thomas Goyard en revanche qui a moins bien marché, 16e. Et puis les championnats du monde de 4,70 aussi. Camille Gilbert. Lecointre et Aloïse Retornaz, elles ont terminé 4e au pied du podium. Elles ont alterné le bon et le moins bon, mais elles ont fini en beauté en remportant la medal race. Déception par contre pour les garçons, Kevin Péponnet et Jérôme Mion, qui ont fini 9e. Voilà, il faudra faire mieux pour la suite. Merci beaucoup Clarisse, désolée, le compteur tourne. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Tom et Guillaume à la réalisation. On vous souhaite une très belle journée. On vous dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Azimut vous a présenté le Café de la Marine.